bien sur Europe 1, il est 8h14. La grande interview ce matin avec Hervé Morin. Bonjour. Président de la région Normandie, merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1 ce matin. Alors, la France essaye de mettre en scène une forme de riposte à la guerre des douanes déclarée par Donald Trump. Et la Normandie est en première ligne avec son cidre, son poiré, avec son calva, ses produits laitiers, son caoutchouc, sa pharmacie, sa cosmétique, l'aéronautique et l'automobile, sa chimie. Effectivement, des valeurs sûres qui font de la Normandie l'une des régions les plus industrialisées de France. C'est la région la plus industrielle de France. À quel point vous sentez les entreprises fébriles aujourd'hui, à la veille de l'entrée en vigueur de ces droits de douane? Écoutez, il y a une note de l'INSEE qui explique que nous sommes la deuxième région la plus exportatrice après l'Île-de-France. Donc, on regarde ça de près. Il y a une note de l'INSEE qui est sortie il y a quelques semaines expliquant qu'en effet, on serait plus frappé que les autres. La note, elle est pas convaincante parce qu'elle parle du blé, mais le blé, en effet, ça part souvent du port de Rouen, puis après du port du Havre, mais ce blé, il vient de toute la France. Alors, ça a des conséquences, bien sûr, sur l'activité portuaire, s'il y en a, mais est-ce que ce blé, on peut le réexporter ou non ailleurs? En même temps, on a des très gros investissements américains. On a une société comme Eastman qui a un projet sur le recyclage plastique, c'est plus d'1 milliard d'investissements sur le bord de Seine. On est juste, pour vous le sachiez, emmerdé, parce que c'est le mot, parce que la Commission européenne a changé les règles sur l'importation du plastique chinois, ce qui fait que il faut qu'on règle cette affaire-là. On a une autre société qui s'appelle Lubrizol, qui avait annoncé, qui est une société américaine, qui avait annoncé un plan social qui a renoncé il y a un mois et demi, compte tenu des incertitudes générées par Trump. Donc, je regarde cela, mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que dans cette histoire, c'est un moment de révélation violent pour la France et pour l'Europe. C'est tout de même le symbole d'un affaiblissement majeur d'un continent qui s'appelait l'Europe, qui était une zone de prospérité, qui a décliné tranquillement, mais sûrement, j'allais dire presque en silence pendant des décennies, et qui tout d'un coup révèle que ce déclassement le frappe doublement, le frappe sur sa partie militaire et l'obligation de faire appel aux Américains pour assurer sa sécurité, ça on le savait, mais en étant infantilisé par Donald Trump dans la gestion ukrainienne, et puis deuxièmement, avec un allié qui tout d'un coup nous traite en vassal. C'est ça la réalité. Il faut que vos auditeurs sachent que on représentait 30% de la richesse mondiale, comme les États-Unis il y a une trentaine d'années. Les États-Unis, c'est encore 25%. Normal, il y a des pays qui sont devenus riches, comme la Chine, etc. Nous, c'est plus que 17%. Le pouvoir d'achat de nos compatriotes, il était à peu près comparable aux Américains il y a une trentaine d'années. Il est 30% inférieur aujourd'hui. Et donc, la question centrale, c'est celle de se dire, est-ce qu'à un moment ou un autre, on va trouver, nous, politiques, les moyens de s'adresser aux Français en leur disant, ce peuple qui a été un peuple si innovant, si inventif, qui a tant de trésors, qui a été un peuple très travailleur, est-ce qu'on va trouver les clés du redressement? Est-ce qu'on va réussir à rassembler une partie du pays pour cela? C'est ça la vraie question. Ça veut dire que vous pensez qu'Emmanuel Macron est hypocrite quand il dit qu'on peut encore inverser les choses en concernant les accords? Mais c'est un bal de faux cul complet, cette histoire-là, pardon. Mais j'ai été dans un gouvernement pendant 3 ans et demi sous Nicolas Sarkozy. Ces décisions prises par la Commission européenne, c'est des décisions qui sont partagées avec les principaux États de l'Union. Von der Leyen, elle a dû être au téléphone plusieurs fois par jour avec Emmanuel Macron et peut-être avec le Premier ministre et avec les principaux pays de l'Union pour dire voilà où on en est, est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas, qu'est-ce qu'on peut tirer en plus. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ça se fait dans la confidentialité des conversations entre chancelleries, si je puis dire. Mais c'est forcément une décision partagée, d'où l'embarras qui fait que pendant plusieurs jours, on a rien entendu. Mais quand on évoque, grosso modo, l'affront qui a été fait par les États-Unis, il n'est que l'expression de l'affaiblissement de l'Europe. Et c'est ça qu'on doit, nous, entendre Français, quand en plus on fait partie des faibles en Europe aujourd'hui. Vous avez été ministre de la Défense, vous l'avez dit, et récemment encore, fin juin, lors du sommet de l'OTAN, là aussi les Européens n'avaient rien refusé à Donald Trump, qui exigeait une augmentation de notre budget, de nos budgets de défense à 5%. Est-ce qu'il fallait tout faire pour conserver Donald Trump dans l'Alliance? Mais ça, c'est la résultante d'un continent, excepté la France et le Royaume-Uni, mais pas les autres,
qui pendant des décennies, moi je l'ai vécu quand la France présidait l'Union européenne, où nous avons avec Nicolas Sarkozy fait toute une série de propositions pour avancer sur la question de la défense européenne. Et on avait face à nous des gens qui disaient mais ça va très bien, on a l'Alliance Atlantique, on a les Américains, on fait pas d'efforts. Et les seuls avec lesquels on a été capable de bâtir une proposition, c'est le traité de Lancaster avec le Royaume-Uni. Et donc, en clair, pendant des années, tout ça s'est bien passé. Et puis tout d'un coup, il y a le moment où les Américains disent vous allez partager le fardeau. Et puis vous allez vraiment le partager. Alors remarquez tout de même que les Européens ont bâti un modèle d'influence qui était sur l'idée, nous, on va s'occuper du soft power, de la norme, de l'économie de marché régulée, on va bâtir un modèle sur lequel de respectueux du libre-échange, mais d'un libre-échange régulé, etc. Bon. Mais sauf qu'on n'en a même pas fait les efforts pour ça. Dire qu'on investit moins dans l'enseignement supérieur, moins dans la recherche, moins dans l'intelligence que les Américains, et qu'au bout du compte, les GAFAM, Microsoft, Apple, ils sont aux États-Unis. Donc on n'est pas bon sur le soft power, et on se prend une deuxième claque sur le hard power, c'est-à-dire sur la puissance militaire, où on n'a eu ni la volonté, ni engagé les crédits. Alors les 5% dont on parle, personne n'ira, hein. Ça c'est des chiffres qui d'ailleurs nous Français on est bien incapables d'aller à 5% compte tenu de l'état de la dette. Bon, on augmente le budget de la défense, ouais, en tout cas on l'a doublé depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, aujourd'hui on est quand même le 17e pays en matière de crédit militaire, hein. Faut pas se raconter non plus d'histoire. Et aujourd'hui on est face à quelque chose d'impressionnant, c'est que jusqu'alors on avait un dialogue où on considérait que le couple franco-allemand formait grosso modo le débat européen, et qu'aujourd'hui, il y a les Allemands qui sont la puissance économique et industrielle, et qui désormais vont être aussi sur le militaire, et qui ne parlent plus simplement avec la France. C'est ça aussi, les conséquences de notre affaiblissement. C'est que la France est un des partenaires avec la Pologne, les Italiens, les Espagnols. Donc, en clair, les Allemands sont en train de prendre la main en Europe, à la fois sur l'aspect économique, c'est pas nouveau, mais aussi sur l'aspect militaire, avec un programme d'armement absolument gigantesque. Et en plus de ça, vous avez employé le mot d'effort, il va falloir en faire pour trouver des économies. Et l'année blanche promise parce que c'est l'une des annonces principales du Premier ministre pour le budget 2026, cette année blanche, ce sera suffisant pour l'étiage qu'on doit faire de nos finances publiques ? Non, mais franchement, dans la situation politique exécrable dans laquelle on est qu'il y a d'autres solutions pour Bayrou que ce qu'il a fait, quoi. Le pire pour nous serait qu'un jour ce soit le FMI qui nous dise ce qu'il faut faire, parce que là, souvenez-vous de la violence qu'ont connue les Grecs sur cette question. Bon, donc il faut bien qu'on rassure ceux qui nous prêtent de l'argent tous les jours. Bon, après, clairement, il y a beaucoup d'efforts dont on dit que ce sont des économies, ou en vérité, ce sont des impôts en plus. Quand on évoque la fin de niche fiscale, ça veut dire qu'en effet, c'est peut-être des économies pour l'État, mais au bout du compte, c'est des impôts pour les Français, quoi. Bon. Et puis après, il y a surtout de la dépense publique à faire. Et il y a des champs majeurs où on peut faire. Il faut baisser la dépense publique ? Oui, je veux dire, c'est pas. J'arrive pas à piger qu'on soit pas sur toute une série de sujets. J'en prends un ou deux. Est-ce qu'on a encore besoin de subventionner massivement l'éolien terrestre et le photovoltaïque ? Les panneaux photovoltaïques, on les achète en Chine. L'éolien terrestre, les pales viennent pour l'essentiel aussi des autres pays, et notamment de Chine. L'efficacité énergétique de l'éolien terrestre est faible. On continue. Les Français ne veulent pas, ceux qui vivent à la campagne ne veulent pas avoir une éolienne au bout de leur jardin. Et on continue à imposer quelque chose que les Français ne veulent pas et qu'on subventionne massivement. Il faut que nos compatriotes sachent qu'aujourd'hui, on consomme moins d'électricité qu'au début, qu'au début des années, à peu près autant au cours des années 2000. Et donc, on exporte de l'électricité à bas prix qu'on a payé plus cher. Et si vous partez en Normandie ce week-end, eh bien, vous constaterez, vous aurez en tête qu'il y aura 15 à 20 réacteurs de centrales nucléaires qui vont être fermés parce que nous n'aurons pas besoin de cette électricité. Eh bien, quand on a 20% de production en trop par rapport à la consommation et qu'on les subventionne, eh bien, on arrête un peu. Ça, c'est 3 à 4 milliards d'économies possibles. Les ruptures conventionnelles. C'est un sujet. C'est un sujet.
vous avez vous aussi qui permet de de démissionner. dire, vous avez un CDI, j'ai envie de partir. En accord et de le bénéficier salarié a envie de partir, il dit à son de patron, l'assurance chômage. écoutez, plutôt que on fait une rupture conventionnelle. Combien vous avez de copains qui disent bon, je me prends 6 mois de repos tranquille parce que je viens de signer une rupture conventionnelle. Moi, j'en ai plein, j'en connais plein. Et mon fils qui a 30 ans, plus encore. Bon, et qu'est-ce qu'on fait pour limiter ces abus? C'est quand même des choses qu'on devrait être en capacité de régler, non? J'aimerais quand même reparler de la dépense publique que vous souhaitez baisser. On a connu en 2024 un nombre record de faillites d'entreprises en France. Est-ce que un programme d'austérité ne risquerait pas encore plus de fragiliser une situation sociale et industrielle qui est déjà mais pas évidente pour les entreprises? La pire des austérités, c'est celle qui nous amènerait à nous retrouver face au mur de la dette avec des créanciers qui nous diraient « c'est fini ». Ce jour-là, c'est un modèle qui s'effondrera. C'est pas la même chose. Vous vous souvenez, les Grecs, c'était la retraite, moins 20, moins 25%, les fonctionnaires, etc. Mais il y a des choses à faire. Je suis président d'une région. Pourquoi est-on encore avec le statut de la fonction publique territoriale? On me demande des efforts gigantesques, alors que j'ai besoin, au contraire, de souplesse. À quoi correspond le statut de la fonction publique territoriale quand, au bout du compte, en tant que collectivité régionale, j'ai des agents qui sont à la fois en charge de l'entretien des lycées, de la restauration, j'ai des collaborateurs qui s'occupent de développement économique, de la formation des stagiaires, des stagiaires de la formation professionnelle, etc. C'est à peu près 2 millions de personnes en France, c'est ça. Il faudrait plutôt le droit commun pour. Bien sûr qu'il faudrait le droit commun, parce que en plus de ça, les jeunes générations veulent même pas du statut de la fonction publique. Et que moi, quand j'ai besoin d'embaucher quelqu'un, comme à la SNCF, par exemple, quand j'ai besoin d'embaucher quelqu'un qui a des compétences particulières, j'ai le plus grand mal parce que ma grille indiciaire rend la vie difficile. Mais qu'on nous donne cette souplesse pour pouvoir gérer une collectivité où, en clair, si on peut avoir un système un peu plus efficace, on y gagnera tous. Pour terminer, symboliquement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire porter ces efforts sur l'immigration? Aujourd'hui, on demande des efforts aux Français, aux salariés, aux actifs pour qu'ils y consentent. Est-ce qu'il faudrait aussi réduire, même si ça pèse peu finalement dans le budget? On parle par exemple, l'AME de 2 milliards. Mais ça ne fait aucun doute. On ne peut pas à la fois dire aux Français, il faut faire des efforts, et dire, face au coût de l'immigration, le seul secteur qui serait épargné serait celui-ci. Moi, je vois que dans tous les pays européens qui ne sont pas des pays fascistes, on considère que l'accès aux prestations sociales pour un étranger, il s'effectue après un temps d'accueil. C'est pas immédiat. Il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes qu'un jour ou l'autre, il faudra bien s'en occuper. Merci Hervé Morin d'être venu dans le studio d'Europe 1, président de la région Normandie. Merci d'être venu. Très bonne journée à vous. Merci. Vous êtes bien sur Europe 1. Il est 8h27.